Très bien. Mes chers collègues, je vous prie de m'excuser du retard avec lequel nous démarrons cette réunion. Il est 9h37. Nous étions en réunion de bureau avec les collègues. Je vous propose de démarrer nos travaux. Notre commission examine donc ce matin le projet de loi numéro 2041 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, dit DADU, sur le rapport de notre collègue ici présent, Stéphane Vogetta. Ce texte soumis à la procédure accélérée a été adopté par le Sénat en première lecture le 20 décembre dernier et renvoyé à la commission des lois de notre Assemblée pour ce matin. La commission des lois a sollicité l'avis de la commission des affaires économiques sur les articles 1er, 2, 3, 18, 19, 33 et 34 de ce projet de loi DADU. Et dans le cadre de cette délégation au fond, les amendements portant sur ces articles et les amendements portant articles additionnels se rattachant directement à ces articles devraient donc être déposés exclusivement auprès de notre commission. Nous parlerons ce matin de sujets variés, par exemple d'obligation des exploitants d'infrastructures de recharge en carburant alternatif, de lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, de participation de la demande à la stabilité du réseau électrique, d'hydrogène renouvelable et bas carbone, ou encore des missions de traçabilité animale confiées aux établissements de l'élevage. Il s'agit, en tous les cas, de s'assurer que notre législation est conforme au droit de l'Union européenne. L'examen de ce projet de loi nous donne également l'opportunité de rester à l'état de l'art des évolutions juridiques intervenant dans le domaine de la consommation ou de l'énergie. J'attire également votre attention sur l'exemple que constitue la loi influenceur, qui montre combien il nous faut désormais composer avec l'obligation de notifier à la Commission européenne certains textes ou dispositions que nous avons votés, mais je pense que notre rapporteur aura l'occasion de nous en reparler au moment de l'examen de l'article 3. Et avant de lui laisser la parole, je vous précise que nous aurons 11 amendements à examiner. Mes chers collègues, 5 amendements ont été déclarés irrecevables parce qu'ils constituaient une injonction au gouvernement ou parce qu'ils ne portaient pas sur les articles dont nous sommes saisis. Et enfin, un amendement a également été déclaré irrecevable car il étendait le champ d'une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance, ce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce sujet ne permet pas. Monsieur le rapporteur, monsieur Vogetta, vous avez la parole. Cher Monsieur le Président, merci. Chers collègues, nous examinons donc aujourd'hui plusieurs articles du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, autrement appelé le DADU. Notre commission a en effet reçu, comme vous l'avez rappelé, une délégation au fond concernant les articles 1, 2, 3, 18, 19, 33 et 34, des articles qui traitent de sujets directement liés au champ de compétences habituel de notre commission. Je cite le droit de la consommation, l'énergie, l'agriculture, le numérique. Et j'implique et j'inclus, bien évidemment, et je ne peux pas oublier la régulation des influenceurs qui, comme vous savez, m'est très chère et qui est au cœur de l'article 3 de ce projet de loi. Comme vous le voyez, les projets de loi DADU portent souvent sur des sujets extrêmement divers. Leur cohérence tient essentiellement dans la nécessité d'adapter de façon régulière notre droit français aux évolutions du droit et des textes européens. Il s'agit d'un prérequis indispensable pour satisfaire à nos obligations d'une part et offrir aux acteurs des différents secteurs d'activité concernés une sécurité juridique indispensable pour mener à bien leur activité d'autre part. Avant de passer à la présentation des différents articles, je souhaite remercier l'ensemble des administrations et acteurs que j'ai auditionnés dans le cadre de mes travaux. Je remercie aussi par ailleurs les services de la Commission européenne qui se sont de manière assez exceptionnelle rendus disponibles pour votre rapporteur afin de faire le point sur la loi influenceur et les négociations qui sont en cours et sur lesquelles je reviendrai plus en détail. Venons-en maintenant, si vous le souhaitez, aux différents articles qui nous sont soumis pour avis. Commençons par les articles 1 et 2 qui ont trait à la défense et la protection des consommateurs. L'article 1er de ce projet de loi DADU adapte certaines dispositions du Code de la consommation au règlement européen du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburant alternatif.
un règlement qui est applicable à partir du 13 avril prochain et prend la suite de la directive 2014-94/UE qui devait permettre le déploiement au sein de l'Union d'un réseau complet d'infrastructures de recharge pour les véhicules roulant à l'électricité ou à l'hydrogène. Et donc un règlement qui, vous le reconnaîtrez avec moi, est aligné avec nos ambitions de transition écologique et énergétique pour la France et pour l'Europe. Ce règlement fixe des objectifs plus ambitieux de déploiement et demande aux États membres de renforcer leurs plans d'action nationaux afin de développer un réseau exhaustif de bornes de recharge. Là encore, la France ne peut que souscrire avec cette ambition, dont acte. L'accès à ces infrastructures est en effet un élément clé pour les consommateurs qui s'orientent vers des véhicules propres et il est important pour nous de sécuriser leur accès à ces points de recharge. Parmi les dispositions étudiées figure l'obligation pour les exploitants de bornes de recharge d'offrir des informations fiables aux consommateurs en termes de prix applicables, de moyens de paiement disponibles et enfin de localisation des points de recharge. Un ensemble d'obligations qui doit par ailleurs faire l'objet d'un contrôle par les autorités publiques. Et c'est d'ailleurs le principal objet de l'article 1er de ce projet de loi. Donner la capacité juridique à la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF, de pouvoir procéder à ces contrôles. L'article 1er prévoit également un régime de sanctions spécifiques afin de faire appliquer ce règlement, ce dernier laissant le législateur national décider en la matière. Tout manquement aux dispositions que je viens d'évoquer pourra donc conduire à l'application d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cet article reprend enfin le régime dérogatoire prévu au sein de l'article 6 du règlement AFIR, afin de permettre à certains territoires, en particulier les territoires insulaires, de déroger aux objectifs de déploiement d'un réseau et d'une infrastructure de cette nature pour des raisons évidentes de coût et d'organisation logistique. Sur cet article, je me limiterai à déposer quelques amendements rédactionnels puisqu'il ne soulève pas de difficultés de fond. Son écriture actuelle est consensuelle, y compris dans la répartition des compétences d'application de ce règlement entre la DGCCRF que j'ai évoqué et qui a bien évidemment été auditionné dans le cadre de cet examen de texte, ainsi que la Direction générale de l'énergie qui est également compétente sur certaines de ces dispositions. L'article 2, si vous le souhaitez, est un article qui vient également modifier le code de la consommation, mais à propos d'un sujet très différent puisqu'il s'agit de la sécurité générale des produits. En effet, un nouveau règlement européen adopté le 10 mai 2023 a modifié en profondeur le cadre juridique applicable dans ce domaine, qui a longtemps reposé sur la directive du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. Ce règlement est applicable à compter du 13 décembre 2024. L'objectif de ce règlement est de définir un cadre harmonisé entre les États membres dans ce domaine. Ce nouveau cadre vient donc clarifier les obligations existantes pour les opérateurs économiques. Il porte également une attention particulière aux nouveaux produits numériques, produits connectés et ou dotés de fonctions d'intelligence artificielle, ainsi qu'aux nouveaux modes de commercialisation à distance, que ce soit les achats par Internet, par mobile ou encore à travers des places de marché électroniques. L'article 2 de ce projet de loi d'ADU tire donc les conséquences de ces évolutions en modifiant certaines dispositions du Code de la consommation. Sur cet article, à nouveau, je porterai simplement des amendements d'ordre rédactionnel qui permettent de préciser certaines rédactions, car la rédaction actuelle ne présente pas de difficultés particulières, comme vous avez pu le constater si vous avez notamment suivi les débats chez nos amis du Sénat. L'article 3. Venons-en maintenant à la loi influenceur. Et j'en profite pour saluer la présence dans cette commission de mon cher co-rapporteur, cher éminent et adoré co-rapporteur, Arthur Delaporte. Comme vous le savez, cet article, de temps en temps, cet article habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance. Un sujet que nous n'avons pas l'habitude de porter dans notre cœur, mais que je tiens à débattre avec vous à l'occasion de cet examen. Donc un article qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre toute mesure utile afin d'adapter certaines dispositions de la loi influenceur aux observations de la Commission européenne. Alors sur ce sujet, j'aimerais dire plusieurs choses. D'abord, j'observe que certaines des observations de la Commission européenne ne posent pas de difficultés. Je pense ici typiquement au retrait de certains articles présents au sein de la loi influenceur, et je vais me référer assez souvent à notre texte en faisant référence au fait que j'étais effectivement co-rapporteur de la loi influenceur. Donc, retrait de certains articles présents au sein de la loi influenceur qui reprenaient le contenu du DSA. Nous les avions incorporés à dessein, en connaissance de cause, au sein de notre texte,
en connaissance du fait que cette présence pourrait incommoder la Commission européenne du fait d'une redite de certains éléments d'un texte, le DSA, qui est d'application, d'un règlement qui est d'application directe et qui ne nécessite pas d'adaptation au droit français. Cependant, mon co-rapporteur et moi avions décidé d'inclure dans notre loi influenceur certains articles qui reprenaient des éléments du DSA, afin notamment d'exercer une visée pédagogique, de pouvoir expliquer l'articulation de notre texte, notre loi française, avec les instruments qui, grâce à l'action menée au niveau européen par la DG Connect, entre autres, allaient permettre la bonne mise en œuvre de ces nouvelles mesures, et notamment allaient permettre aux utilisateurs de prendre en main les notifications et les alertes vis-à-vis des contenus problématiques. Nous avions donc adopté ces articles en connaissance de cause dans un but pédagogique. Et ce but est d'ailleurs atteint, comme en témoigne l'écho qu'a pu recueillir le texte et les évolutions de pratiques que nous constatons déjà sur le terrain numérique, si je puis dire. Il n'y a donc pas de difficulté à les supprimer d'ores et déjà, comme l'a suggéré le Sénat, et comme d'ailleurs nous avions, dès le moment de l'élaboration de ce texte, en collaboration proche avec les services de Bercy, en avions évoqué la possibilité éventuelle. Sur les autres remarques de la Commission, je vous avoue que nous aurions préféré sans doute recevoir un courrier de félicitations plutôt que des remarques visant à suggérer des modifications de notre texte. Mais nous évoluons, nous, législateurs français nationaux, dans le cadre de notre intégration à un espace européen qui est régi par des règles communes. Et nous devons nous assurer de la concordance de ces règles européennes avec le cadre législatif que nous mettons en place en France. Donc, sur les autres remarques de la Commission, qui ont été exprimées notamment à travers un courrier remis au gouvernement et au ministère de l'économie, il apparaît donc qu'il faut prévoir une clause du pays d'origine afin de se conformer à ce principe prévu dans la directive e-commerce. Il conviendra de trouver la bonne rédaction pour inclure cet enjeu au sein des articles concernés, mais c'est une difficulté qui nous semble surmontable. Il faudra également suivre l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne sur son application, ce qui implique de disposer d'un mécanisme ad hoc pour aller cibler les acteurs qui poseraient des difficultés particulières. Sur ce point, je vous rappelle que la loi influenceur, telle que nous l'avons votée à l'unanimité, que ce soit en commission ou dans les deux hémicycles, embarquait un certain élément d'extraterritorialité. À savoir, nous tenions particulièrement à ce que des influenceurs qui agissent depuis l'extérieur du territoire français, mais qui s'adressent au marché français et qui s'adressent à des consommateurs français, doivent appliquer les règles que nous leur imposons à travers ce texte. Vis-à-vis de ces influenceurs qui exercent depuis l'extérieur des frontières de l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Ils devront respecter la loi française. Ils le savent, et d'ailleurs, cela a déjà impliqué de sérieux ajustements dans le mode de fonctionnement de nombreux influenceurs qui exerçaient notamment depuis Dubaï ou d'autres territoires éloignés. En revanche, il est vrai que dans le cadre des règles qui s'appliquent à la pratique de l'e-commerce au sein de l'Europe, il y a une règle qui s'appelle la règle du pays d'origine et qui impose à ceux qui exercent une activité liée au commerce électronique de respecter en premier lieu les règles de leur pays de résidence physique. À savoir, un influenceur français qui déciderait d'aller exercer son art depuis la Belgique ou les Pays-Bas devrait appliquer la loi belge ou la loi hollandaise plutôt que la loi française. À l'évidence, c'est un des éléments sur lesquels nous espérons voir une évolution à l'avenir, mais cette évolution est déjà en cours, car il ne vous a sans doute pas échappé que le législateur français a servi, une fois n'est pas coutume, d'inspiration à ses collègues parlementaires étrangers et que la loi influenceur est actuellement répliquée dans une grande mesure par l'Italie, par l'Espagne, par la Belgique, qui dans le cadre de sa présidence de l'Union européenne a aussi mis l'extension d'un texte sur les influenceurs à l'échelle européenne tout en haut de son agenda. Donc nous avons bon espoir que les possibilités d'arbitrage qui existent encore entre des législations nationales divergentes
que ces possibilités d'arbitrage disparaissent à terme, dès que possible. Et d'ailleurs, nous encourageons et j'encourage la Commission européenne à se saisir le plus rapidement du sujet et à chercher à mettre en place un texte au niveau européen, que ce soit une loi influenceur européenne, un DSA2. Et ainsi, nous réglerons tous ces problèmes d'interprétation d'un seul coup. En attendant, nous allons effectivement continuer aux côtés du gouvernement, participer à des conversations avec la Commission européenne afin d'ajuster notre texte d'une manière qui n'en bouscule pas les équilibres, qui en maintienne toute l'efficacité et la force, tout en respectant les règles auxquelles nous sommes tenus dans le cadre de notre participation à l'Union européenne. Donc, comme vous l'avez compris, je suis assez serein à l'issue de mes travaux sur l'issue positive que nous pouvons trouver sur la loi influenceur. Nous aurons l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, lors de l'examen du rapport d'application de la loi influenceur, pour lequel je tiens également à saluer ma collègue Louise Morel et Virginie Duby-Muller, qui, avec Arthur Delaporte, sont également co-rapporteurs sur ce rapport d'application. Mais je souhaite d'ores et déjà indiquer, comme je vous l'ai dit, que plusieurs États membres s'intéressent de près à notre texte, ce dont je ne peux que me réjouir, d'autant que les effets de ce texte, dont la majorité des dispositions est déjà applicable, malgré le retard pris par certains décrets d'application, dont les dispositions ont déjà des effets tangibles sur le terrain. Je vous propose d'évoquer maintenant les articles 18 et 19 qui viennent modifier plusieurs dispositions du Code de l'énergie. Il n'y a pas matière à beaucoup s'étendre, en l'occurrence, sur l'article 18. Un article 18 qui se contente en effet d'abroger un article du Code de l'énergie qui donnait une base juridique au dispositif d'interruptibilité mis en œuvre par RTE en cas de surchauffe du réseau. Cet article du Code n'est plus utilisé, ce dispositif étant désormais intégré, pour des raisons de conformité au droit européen concernant les aides d'État, au sein des services dits de participation de la demande du plan de défense du réseau de RTE. C'est un dispositif qui existe donc toujours bel et bien, mais qui repose désormais sur une base juridique européenne et qui évite une conversation récurrente sur la nature des paiements accordés par l'État aux entreprises, aux acteurs économiques qui participent à ce mécanisme d'interruptibilité. La rédaction actuelle de l'article 18 du projet de loi n'appelle donc pas de modification après consultation des parties intéressées. Concernant l'article 19, il s'agit d'une modification de 2 articles du Code de l'énergie relatifs à un sujet qui m'est également cher, qui est l'hydrogène renouvelable en particulier. Comme vous le savez, la loi énergie-climat en 2019 avait prévu une ordonnance devant permettre de définir en droit français différentes catégories d'hydrogène en fonction de leur impact environnemental, ainsi qu'un dispositif de soutien public pour encourager leur développement. Ces dispositions ont été insérées au sein du droit français par ordonnance en 2021, en avance de phase pourrait-on dire, puisque tous les textes européens sur ce sujet n'avaient alors pas encore été adoptés. C'est désormais le cas puisque 2 actes délégués sont venus compléter en 2023 la directive de 2018 et préciser notamment de quelle façon on devait évaluer le seuil permettant de définir si l'hydrogène peut être dit renouvelable ou bas carbone. Ce seuil doit désormais intégrer non seulement les émissions liées à la production de cet hydrogène, mais aussi celles relatives à son utilisation. C'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement puisque l'hydrogène est une source d'énergie potentiellement renouvelable qui peut être stratégique dans le cadre de notre stratégie de transition écologique et énergétique. Et cette définition de l'hydrogène bas carbone est aussi un élément fondamental qui va soutenir les conversations que nous allons maintenir avec l'Union européenne dans le cadre d'aide au financement d'une infrastructure telle que celle qui a été décidée entre la France et l'Espagne. Je me réfère à la construction de l'hydrogénoduc H2Med entre Barcelone et Marseille. Donc un sujet d'actualité et un sujet, encore une fois, qui nous permet d'aller dans le sens des engagements de la France et du gouvernement en termes de transition énergétique et écologique. Le droit français n'ayant retenu par anticipation que la première dimension de ces évolutions, il est donc nécessaire de modifier des articles du Code de l'énergie concernés afin de bien intégrer cette deuxième dimension. Là encore, nous n'avons pas identifié de difficultés particulières à l'approbation de cet article. Venons-en, si vous le voulez bien, pour conclure, à l'agriculture et aux articles 33 et 34 du projet de loi. L'article 33 propose une modification, une simplification, on en parle beaucoup évidemment ces derniers temps, simplification pour les procédures qui ont trait au soutien apporté à notre agriculture, à nos agriculteurs.
L'article 33 propose donc une modification d'ordre technique concernant la bonne instruction des dossiers concernant certaines aides de la politique agricole commune. Il s'agit d'aides cofinancées par l'État dans le cadre du Fonds européen agricole de développement rural, le FEADER, qui peuvent prendre la forme, par exemple, de soutien aux investissements des agriculteurs. Vous en convenez, c'est un sujet important. Alors que les régions gèrent en effet de façon autonome les décisions relatives à ces aides, depuis la loi MAPTAM de 2014 et qu'elles se sont vues transférer des effectifs de façon plus récente pour instruire les dossiers, il n'était pas encore possible pour elles de signer les actes cofinancés par l'État, faute de capacité juridique à le faire. L'article 33 remédie donc à cette difficulté pour les aides relevant de la programmation 2014-2022, leur permettant ainsi de prendre des décisions nouvelles ou modificatives plus rapidement, plus efficacement, plus simplement, sans avoir à repasser à nouveau par l'échelon de l'État, qui, lui, ne dispose plus des effectifs pour instruire les dossiers à la suite de leur transfert aux régions. Bref, simplifions. Et dans ce sens, la rédaction proposée sur l'article 33 ne pose pas de difficulté. Elle participe des efforts importants faits pour réduire le plus vite possible les irritants existants. En ce sens, et afin d'accélérer le traitement de ces dossiers PAC, je vous proposerai un amendement permettant de donner plus de souplesse aux régions dans la prise de leurs décisions, concertées avec les parties prenantes, et notamment Régions de France que nous avions auditées. L'article 34, enfin, le dernier sur lequel nous sommes saisis, porte sur la collecte et le suivi des données de traçabilité animale que doivent effectuer les autorités publiques en application du règlement dit Législation sur la santé animale, ou LSA, qui est le texte de référence sur ce sujet au niveau européen. Un article qui prévoit donc de sécuriser les missions de traçabilité animale mises en œuvre par les établissements de l'élevage dans une situation un peu complexe. Ces derniers continuent en effet d'exercer des missions qui auraient dû être confiées à des délégataires, faute de la disponibilité technique des bases de données concernées. Sur cet article, jusqu'à peu, de nombreux échanges avaient eu lieu avec l'ensemble des parties prenantes de la filière. Je retiens notamment nos échanges avec les chambres d'agriculture. Et dans un souci de sécurité juridique, j'estime qu'il est préférable d'aborder ce sujet en séance publique, étant donné que les conversations ne sont pas totalement encore stabilisées et que la rédaction fine de l'article et des amendements écrits ou coécrits avec le gouvernement mérite un peu plus de temps, mais nous aurons l'occasion d'y revenir amplement en séance, ce que je vous propose de faire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour la qualité de vos propos et de vos travaux sur ces différents sujets. Nous allons passer maintenant aux orateurs des groupes et sans plus attendre, je passe la parole pour le groupe Renaissance à monsieur Nicolas Paco. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce projet de loi d'IDADU porte adaptation de diverses mesures du droit national au droit de l'Union européenne, notamment économique et financière, les articles 1 à 9, de transition écologique pour les articles 10 à 13, en matière répressive pour les articles 21 à 30, en droit de la santé, articles 31 et 32, ou encore en matière agricole pour les articles 33 et 34. Les projets de loi d'IDADU, bien que nécessaires, sont une sorte de passage obligé pour le Parlement chaque année. Je ne m'étendrai pas trop sur le fond des mesures, comme toujours très technique de ce texte. Il me semble toutefois important de préciser les articles phares examinés en commission aujourd'hui. L'article 3 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, afin de tenir compte des observations formulées par la Commission européenne. Cette habilitation à légiférer, une fois n'est pas coutume, a été travaillée en bonne intelligence avec les rapporteurs de la PPL influenceurs. L'article 33 vise à permettre aux représentants de l'État dans le département ou la région de déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous sa responsabilité concernant les décisions relatives aux aides de la politique agricole commune cofinancées par l'État dans le cadre du FEADER. Notre rapporteur, Stéphane Vegeta, a déposé un amendement après l'article 33 afin de diminuer les délais de mise en œuvre des aides à la politique agricole commune en permettant au président du conseil régional d'établir les règlements d'intervention et de fixer les critères d'attribution des aides. Cette évolution est évidemment la bienvenue dans nos régions et pour nos agriculteurs. Enfin, l'article 34 consacre les missions des établissements de l'élevage dans la loi, à savoir l'identification et la traçabilité des animaux, notamment pour la notification de leurs mouvements. Le Sénat a complété cet article afin de remédier à des vides juridiques
concernant les missions de collecte des données d'identification et de traçabilité des ruminants, ainsi que les missions de délivrance et de gestion des matériels et procédés, ainsi que des documents d'identification et de circulation des animaux. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Pour vos mots, simplement reprendre vos mots. Une fois n'est pas coutume, effectivement. Une fois n'est pas coutume, nous allons, en tant que rapporteur, je vais soutenir effectivement le procédé d'autorisation d'ordonnance, d'autorisation au gouvernement d'agir à travers une ordonnance, en prenant en compte notamment le fait que mon co-rapporteur et moi avons travaillé depuis le début de la loi influenceur en bonne intelligence avec le gouvernement sur une réforme d'ampleur dont notre texte était la traduction législative et que depuis le début de ces conversations avec la Commission européenne, nous avons également été à tout moment impliqués dans les décisions et les choix qui ont été faits et nous continuerons à être impliqués dans la rédaction de cette ordonnance éventuelle, ce pourquoi nous, une fois n'est pas coutume, eh bien, nous soutenons cette manière de procéder. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à monsieur Hervé de Lépinault. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur, pour votre exposé. Donc, le gouvernement nous demande de nous prononcer sur 7 articles du projet de la loi DADU. Soumettons-nous à cet exercice obligé de transposition du droit européen dans lequel la marge de manœuvre parlementaire est extrêmement limitée. Mais le groupe Rassemblement national souhaite faire quelques remarques de fond sur la philosophie qui préside à l'examen de ce genre de texte. Le projet de loi DADU que le gouvernement nous présente, année après année, pour la transposition de directives européennes, est un texte fourre-tout. Loi, finances, DDAT, affaires économiques, il y en a pour tout le monde et pour finir, c'est un texte abscon. Mais que faites-vous de la lisibilité de la loi pour nos concitoyens ? Objet juridique non identifié, c'est bien pourquoi le Sénat, dans sa sagesse, avait choisi de l'examiner en commission spéciale et non de la scinder entre plusieurs commissions permanentes. Nous sommes dans l'addition de choux et de carottes en même temps que dans le mélange des torchons et des serviettes. Somme de transposition de dispositions techniques, c'est en fait un texte de technocrate dans lequel le politique peine à se faire entendre, d'autant que la marge de manœuvre laissée aux États membres pour transposer le droit européen est tellement étroite qu'elle s'apparente au papier à cigarette. Nous sommes élus pour porter une vision politique, pas pour gérer les cuisines du droit européen. Enfin, et j'en terminerai là, alors que nous sommes à moins de 100 jours de l'élection européenne, comment voulez-vous que nos concitoyens aient envie de cette Europe-là, qui se mêle aussi bien des quotas d'émissions de gaz à effet de serre que des chambres d'agriculture, du commerce en ligne, que de la consolidation des critères de durabilité de l'hydrogène renouvelable et bas carbone? Comment voulez-vous qu'ils se satisfassent que leurs parlementaires nationaux en soient réduits à servir de chambre d'enregistrement de décisions prises par des technocrates à Bruxelles, pour de surcroît transposer des mesures abscondes et technocratiques? Où est la démocratie? Ces textes DADU sont ainsi, dans leur esprit, l'exemple parfait de ce que nous rejetons: opacité, technocratie et déni de démocratie. Alors bien sûr, nous considérons qu'il peut y avoir de bonnes mesures, ou du moins pas trop mauvaises. Nous nous abstiendrons donc sur les articles 2 et 3 et nous voterons les mesures sur les chambres d'agriculture. Par contre, nous nous opposerons résolument aux mesures anti-industrielles de décarbonation de la production, car elles ont pour origine le paquet Fit for 45 qui mène directement à la destruction de notre industrie. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur de Lépinault, chers collègues. Où est la démocratie, nous demandez-vous? Écoutez, elle est ici. Elle est en commission des affaires économiques ce matin. Et moi, personnellement, je me réjouis que nous soyons vus déléguer sur le fond la responsabilité des articles qui ont un lien direct avec nos activités hebdomadaires et même quotidiennes, si je puis dire. L'agriculture, la protection du consommateur, le numérique, l'énergie, ce sont nos compétences. Et en l'occurrence, vous faites notamment référence à l'hydrogène bas carbone et vous demandez qu'est-ce que l'Europe a à voir avec ce sujet, pourquoi est-ce qu'ils viennent se mettre dans nos affaires. En l'occurrence, prenons l'exemple de l'hydrogénoduc dont la construction a été pactée entre la France et l'Espagne afin notamment de remplacer un projet caduc
et ne correspondant plus à nos ambitions de transition énergétique, un projet de gazoduc, de gaz naturel qui allait traverser les Pyrénées. Eh bien, cet hydrogénoduc qui sera conduit entre la France et l'Espagne, nous comptons bien, je dis nous, c'est le gouvernement français, le gouvernement espagnol, nous comptons bien sur le soutien financier de l'Union européenne pour participer à la construction de cette infrastructure fondamentale afin notamment de réduire la dépendance de l'Europe de l'Ouest et de l'Allemagne au gaz naturel en provenance de Russie. Et dans ce cas-là, dans ce cadre-là, la capacité de l'Europe, de l'Union européenne à participer, à apporter quelques milliards d'euros au financement de cette infrastructure, eh bien, elle sera notamment déterminée par la qualité de l'hydrogène qui sera transporté par ce gazoduc, et qualité qui s'exprime notamment en termes de degré de décarbonation. Donc pour moi, c'est tout à fait cohérent, et je me félicite que, comme cela peut arriver de temps en temps, l'Europe, et je dis de temps en temps de manière ironique, l'Europe nous aide à aller dans le sens des ambitions de ce gouvernement. Pour le groupe La France Insoumise, je cède la parole à Monsieur René Pilato. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Pour l'article 1, la directive de 2014 avait pour ambition de permettre le déploiement d'un réseau complet d'infrastructures pour carburants alternatifs au sein de l'Union européenne, en fixant des règles sur la transparence des prix afin qu'ils soient raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Bref, des adjectifs laissant la place à des jauges différentes. Des précisions ont été apportées pour que des agents inspecteurs puissent contrôler l'information aux consommateurs ainsi que l'accès aux moyens de paiement. L'article modifie aussi le Code de la consommation afin de doter ces inspecteurs d'un pouvoir de contrôle, mais ne parle pas de leur formation. Néanmoins, nous saluons cette nouvelle écriture de l'article 1. L'article 2 encadre et garantit la sécurité des produits non alimentaires, avec là encore des sanctions en cas de non-conformité, car il prévoit l'interdiction, le retrait du marché et ou le rappel des produits ainsi que des sanctions. Toutefois, il est important d'attirer l'attention sur les produits contenant de l'intelligence artificielle, car il n'existe aucun dispositif en capacité de mesurer leur innocuité ainsi que leur non-conformité. Mais là encore, nous trouvons que cet article répond, dans l'état actuel de nos connaissances, à des contrôles, des décisions et des sanctions adaptées. Jusque-là, tout allait bien. En lisant l'article 3, je n'ai pas pu m'empêcher de penser « Pourquoi diable cette manie de dessaisir le Parlement de son travail de contrôle, laissant le gouvernement décider par ordonnance ?» Sincèrement, collègues, après une indigestion de 49.3, est-ce raisonnable ? Parce que depuis 7 ans, la gouvernance est défaillante et que le gouvernement insuffisamment contrôlé par le Parlement, nous trouvons un pays au bord de l'explosion. Non seulement ce projet de loi va réécrire une proposition de loi écrite quelques mois plus tôt, mais pire, il permet désormais de contourner le Parlement avec l'habilitation donnée au gouvernement à légiférer par ordonnance. L'article 3, pour nous, c'est non. En abrogeant dans l'article 18 l'article L321-19 du Code de l'énergie relatif au dispositif d'interruptibilité, j'ai juste besoin d'une explication pour comprendre si ce n'est plus RTE qui garantit l'équilibre du réseau afin d'éviter un blackout. Pas d'avis sur l'article 19, car l'adéquation entre intermittence pour la production d'énergie et stockage de l'hydrogène n'est pas étudiée. Sur l'article 33, il manque les règles de répartition des aides de la PAC, car l'État délègue aux régions ces aides. On a un petit peu de doute sur cet article. Enfin, l'article 34 consacre l'incompétence de l'État à planifier. Son manque d'anticipation et son impréparation le condamnent à se débarrasser de la traçabilité dans l'élevage des animaux. Donc pour nous, c'est non. Pour conclure, je rappelle que nous sommes tenus de contrôler l'action du gouvernement et que votre rapport est bien indulgent. Merci, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Pilato. Merci pour vos remarques. Tout à fait d'accord sur l'importance de soutenir la DGCCRF dans l'exercice de ses missions, de lui donner les moyens
de les mener à bien, que ce soit sur le sujet de protection des consommateurs qui nous intéresse ou notamment sur la loi influenceur. Sur votre intervention sur l'ordonnance quant à la loi influenceur, j'imagine qu'elle a été écrite avant que vous ayez pu entendre mon propos liminaire. Je vous laisserai aussi, je pense que M. Delaporte s'exprimera sur le sujet. Effectivement, une fois n'est pas coutume, en ce qui me concerne, je suis plutôt confortable avec le fait de laisser, non pas de laisser le gouvernement agir seul, mais de travailler la main dans la main à nouveau avec le gouvernement pour procéder à quelques ajustements marginaux à la loi influenceur qui nous permettront de maintenir l'équilibre du texte, ce dont je suis convaincu nous allons réussir à parvenir à nos fins. Enfin, sur le mécanisme d'interruptibilité, c'est une gouvernance qui est partagée entre la CRE et RTE, et donc où les principes fondamentaux de gouvernance sont protégés. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe Les Républicains, je cède la parole à monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Comme très souvent, nous sommes amenés à débattre de ce genre de projet de loi, d'ADU, qui, au-delà d'être très techniques, sont des textes qu'on peut qualifier de fourre-tout. Néanmoins, on doit bien sûr être amené à légiférer et à les adopter ou non. Le groupe Les Républicains, lui, sur ce genre de texte, est guidé par un principe fondamental, éviter la surtransposition excessive des directives européennes. Nous apprécions les efforts faits justement dans ce sens par les sénateurs Les Républicains qui ont apporté des ajustements nécessaires. Le texte couvre une multitude de thèmes, mais il est important de souligner en particulier les modifications apportées au système européen d'échange de quotas d'émissions et les réglementations pendant la transition vers le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ces changements sont vitaux pour atteindre nos objectifs. L'article 3 autorise le gouvernement à modifier par ordonnance la loi qui vise à réguler l'influence commerciale en prenant en compte les recommandations de la Commission européenne. Ces modifications, bien que substantielles, préservent l'essence de la loi et le Sénat a même proposé un cadre plus rigoureux pour cette autorisation. L'article 19, qui prévoit de faire évoluer les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas carbone en application d'un règlement, était initialement peu ambitieux au regard de l'exigence de décarbonation de l'économie. En effet, les modalités de calcul envisagées ne reprenaient pas l'ensemble du cadre européen prévu pour l'hydrogène. Les sénateurs ont donc enrichi cet article pour qu'il englobe l'ensemble du processus de production et d'utilisation de l'hydrogène, ainsi que ses dérivés. L'article 34 qui concerne la traçabilité des animaux dans les établissements d'élevage a également été amélioré grâce à des amendements des sénateurs Les Républicains visant à définir plus précisément le rôle des chambres d'agriculture de manière incontournable. Malgré sa complexité et sa nature hétéroclite, l'adoption de ce texte législatif est donc nécessaire. Le groupe Les Républicains appelle donc à son adoption. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur Dive, chers collègues, merci pour vos commentaires. Effectivement, c'est l'occasion pour moi de souligner le rôle du Sénat et le rôle des sénateurs dans la première phase d'examen de ce texte, où effectivement nos collègues sénateurs ont permis déjà de procéder à certains ajouts utiles et modifications utiles au projet de loi initial, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler sur la base d'un texte qui est globalement équilibré et satisfaisant. Et vous allez voir que les quelques amendements que nous aurons à débattre aujourd'hui sont, je pense, d'une nature essentiellement rédactionnelle, notamment grâce à l'apport des sénateurs. Merci, monsieur le rapporteur. Je passe la parole pour le groupe démocrate à madame Louise Morel. Vous avez la parole, madame. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Notre commission est aujourd'hui saisie de ce projet de loi portant diverses mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne qui touchent à de nombreux domaines, comme souvent pour ce genre de texte. Et je voudrais commencer par saluer votre travail, Monsieur le rapporteur, pour ce travail sur cette diversité de sujets. Je souhaiterais tout d'abord me réjouir de voir qu'il traduit les nombreuses avancées obtenues par l'Union européenne lors du mandat qui s'achève au Parlement européen. J'en veux pour preuve l'évolution notable des règles relatives à la sécurité générale des produits, qui constitue une réelle avancée. Elle renforce notamment la coopération des fournisseurs des places de marché en ligne en matière de sécurité des produits et leur impose la création d'un point de contact unique dédié à la communication avec les autorités nationales. On ne le dira jamais assez, sans l'Europe, sans sa puissance et sa taille critique, on ne réussirait pas à avancer sur tous ces sujets. Alors ce renforcement de la législation européenne au contact des plateformes numériques se retrouve également dans les textes DSA et DMA qui portent sur les règlements et les marchés numériques qui vont petit à petit entrer en vigueur et pour lesquels j'ai l'honneur d'être rapporteur, mais ne pouvant aborder tous les sujets, c'est cette régulation que j'aimerais aborder aujourd'hui au travers de la proposition du gouvernement d'opérer par
ordonnance les modifications sur la loi influenceur dont vous étiez le rapporteur. Cette loi a constitué une avancée majeure pour réguler un secteur qui jusqu'ici ne connaissait pas de règles. Elle a été le fruit d'une collaboration efficace entre plusieurs groupes politiques et la France peut se targuer d'avoir adopté une législation protectrice pour toutes les personnes, notamment les jeunes, qui étaient victimes des dérives sur les réseaux sociaux. Alors je crois comprendre, monsieur le rapporteur, que vous avez été pleinement associé avec votre co-rapporteur à l'écriture des ordonnances qui viendront modifier votre proposition de loi. Est-ce que vous pouvez bien nous confirmer devant cette commission que les ordonnances reprennent bien l'esprit de la loi, tel que l'a voulu le législateur? L'ambition, c'est bien entendu de trouver des solutions concrètes, rapides, j'insiste sur le rapide, les plus efficaces possibles pour mettre fin aux irritants en ligne qui agacent légitimement nos concitoyens et particulièrement les plus jeunes. Le groupe démocrate soutient donc naturellement ce projet de loi avec la ligne qui a toujours été la sienne, une ligne simple mais claire. Ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur ? Merci pour ces commentaires. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Morel. Effectivement, je vous confirme que nous sommes associés aux conversations en cours qui mèneront à la rédaction finale des ordonnances. Cette rédaction n'est pas finalisée, puisqu'elle dépend de ces conversations, qu'on pourrait aussi appeler négociations. Et j'aime bien ce terme, puisqu'il ne s'agit pas de répondre, qu'un vassal réponde aux impositions d'un souverain, mais de conversations et de négociations entre deux partenaires qui doivent arriver à une position d'équilibre sur un texte sur lequel le débat est légitime. Il y a effectivement des dispositions européennes qui doivent s'appliquer, mais qui permettent certaines dérogations. Et nous sommes légitimes au moment de demander l'application de ces dérogations à notamment la protection du consommateur et la protection de la santé publique que nous cherchons à imposer à travers la loi influenceur. Donc nous sommes impliqués dans ces négociations. Ceux qui ont pu participer à l'audition de DG Connect, qui était ouverte à tous les députés, ont pu noter la volonté d'ouverture de DG Connect et de la Commission européenne et la volonté d'établir un dialogue équilibré. Donc, dans ce sens, je suis raisonnablement optimiste. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe socialiste, je passe la parole à monsieur Arthur Delaporte et je lui souhaite la bienvenue en commission des affaires économiques. Merci, Monsieur le Président. Donc, je me réjouis de mon côté de revenir aux affaires économiques, même si le Président a changé. Je vois que la convivialité reste de mise. Et donc, je suis aussi... Et elle est normande. Convivialité normande. Et donc, je me réjouis d'être là également pour évoquer, avant de le faire de nouveau la semaine prochaine dans le cadre du rapport d'application de la loi influenceur, l'un des points clés de la loi DADU que nous examinons aujourd'hui, puisqu'il s'agit notamment et en particulier de l'article 3 qui vise à habiliter le gouvernement à réformer partiellement la loi influenceur par voie d'ordonnance. Alors, vous me direz, pourquoi accepter finalement une ordonnance dans ce texte ? Deux raisons pour cela. Il n'aura échappé à aucun de nos collègues que la France a été destinataire d'une missive peu amène, il faut le dire, voire désobligeante, de la part du commissaire breton, qui a expliqué à la France que ce qu'elle faisait, c'était n'importe quoi. Bon. C'est pas vrai, chers collègues, je vous rassure. On avait travaillé la loi influenceur dans un cadre extrêmement sérieux, notamment avec les services juridiques du gouvernement. Et je ne crois pas que les différentes directions des législations fiscales des ministères concernés soient des amateurs en matière de droit de l'Union européenne. Néanmoins, une jurisprudence récente européenne datant de novembre a amené également à considérer un point qui peut paraître un point de détail, mais qui est la question des procédures de notification. Et dans notre texte, nous avions prévu, dans un certain nombre d'articles, des entrées en vigueur différées après notification à la Commission européenne des articles. Et il y a là un vrai sujet de comment peut-on légiférer aujourd'hui quand on va toucher un des points du droit de l'Union européenne, puisqu'il faudrait notifier quasiment à chaque fois qu'on amende le texte, la nouvelle version du texte. Or, que permet une ordonnance ? Elle permet une notification en une seule fois, et donc de permettre, puisqu'on notifiera l'ordonnance à la Commission, d'avoir une réponse unique, et derrière, de pouvoir faire rentrer cette ordonnance en vigueur et d'avoir un dialogue finalement plutôt sain. Mais c'est vrai que dans un système qu'on espère parlementaire, on doit envisager une évolution de cette procédure de notification, parce que sinon, on ne pourra pas légiférer correctement. Donc voilà pourquoi je soutiens avec mon groupe l'ordonnance, c'est parce que c'est le meilleur moyen finalement de réformer les petits points
les légers points de détail qui ont fait l'objet, en dehors des questions de notification qui sont de la pure forme, de remarques de la part de la Commission européenne, et vous l'avez dit, en particulier de la question de l'application du DSA. Parce qu'aujourd'hui, on est au début du mois de mars, et ça fait une quinzaine de jours que le DSA est pleinement rentré en vigueur. Or, dans la loi influenceur, un certain nombre d'articles, comme l'a dit Stéphane Vojetta, avaient pour effet de transposer par avance, on pourrait le dire quasiment, le cadre du DSA. Et donc, le DSA étant entré en vigueur, il n'y a pas de nécessité de garder ces articles dans notre droit français, puisqu'ils sont d'application directe à l'échelle française. Voilà pourquoi nous soutenons ce projet de loi DADU qui va permettre de faire une ordonnance. Chers collègues, merci pour votre travail et à la semaine prochaine. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député Delaporte. Difficile de rajouter quelque chose après vos expressions, comme toujours, très complètes. Cependant, je vais simplement préciser également que si nous avions choisi d'inscrire dans le dur les modifications qui sont prévues pour l'instant à travers cette ordonnance, donc si nous avions décidé d'inscrire dans le dur, dans ce texte, dans ce PGL DADU, ces modifications, eh bien, nous aurions dû notifier la Commission européenne et la CMP de ce PGL DADU aurait dû attendre jusqu'au retour de la Commission européenne suite à ces notifications pour pouvoir avoir lieu. Donc cela explique également la nécessité de prendre en compte la réalité de ces procédures de notification et la volonté d'avancer rapidement, aussi bien d'un côté sur la mise à jour de la loi influenceur et évidemment sur la mise en œuvre du PGL DADU qui, comme vous le savez, revêt un élément d'importance et d'urgence. Merci, monsieur le rapporteur. Je n'ai pas de demande de parole pour le groupe Horizon, pour le groupe écologiste non plus, pour le groupe GDR non plus. Donc nous allons terminer cette séquence des orateurs des groupes avec le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Je cède la parole à monsieur Max Mathiazin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur et chers collègues. En préambule, je voudrais rappeler notre irritation face à ce nouveau projet de loi d'adaptation aux droits de l'Union européenne. Pas tant pour ce qu'il contient, quoiqu'il y aurait beaucoup de choses à en redire, mais plutôt sur la forme. Une fois de plus, nous sommes face à un catalogue de mesures prises par l'Union européenne ces dernières années sans cohérence entre elles. Au vu de l'importance des sujets abordés, chaque article mériterait de faire l'objet d'un projet de loi à lui tout seul, ou à minima d'opérer par thématique pour gagner en lisibilité. Ce n'est pas le choix qui est fait. Sans doute considérez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'éclairer pleinement la représentation nationale et que l'on peut légiférer à la va-vite sur des sujets européens en octroyant au gouvernement une confiance aveugle. Nous pensons qu'il faut rendre l'Union européenne compréhensible et accessible. Ce n'est pas avec de tels projets de loi, en tout cas dans la forme, que nous recréerons du lien avec les institutions européennes. Cela dit, quelques remarques sur les articles dont nous sommes saisis. À l'heure où les politiques publiques incitent à l'électrification des véhicules, il est nécessaire de permettre que chacun puisse recharger son véhicule dans des conditions acceptables. Aujourd'hui, les exploitants de bornes de recharge profitent d'un vide juridique pour appliquer des prix opaques et souvent disproportionnés. L'article 1er entend lutter contre ce phénomène en leur imposant des obligations similaires à celles des stations essence. C'est un premier pas. Il nous faudra sans doute aller plus loin. De même son de cloche sur l'article 33 qui prévoit la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature aux autorités de gestion régionale pour les aides de la PAC. Là aussi, nous soutenons le principe, mais nous appelons à aller encore plus loin. Nous défendons notamment une décentralisation du versement des aides de la PAC pour éviter les doublons de compétences et ainsi les retards. Rappelons que c'est l'un des motifs légitimes de la colère des agriculteurs. Sur les sujets de l'encadrement des influenceurs et du mécanisme d'interruptibilité des articles visant à résoudre les accords que nous avons pu avoir les institutions européennes, nous y sommes favorables. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Voilà, c'est bon. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Mathiazin. Écoutez, je suis d'accord avec vous. C'est un projet de loi fourre-tout. Par définition, un projet de loi DADU, c'est un projet de loi fourre-tout. Mais la cohérence, elle n'est pas à rechercher entre les divers articles, les différents éléments du texte. La cohérence, elle est à rechercher entre chaque article et la politique
poursuivie par ce gouvernement est la politique souhaitée par l'ensemble de la représentation parlementaire. C'est là-dessus qu'on va voter aujourd'hui. Et en l'occurrence, moi, cette cohérence, je la trouve entre les articles qui nous sont soumis aujourd'hui, qui nous sont délégués au fond, et la volonté partagée par tous, j'en suis sûr, de protection du consommateur français. La cohérence, je la trouve entre les articles 18 et 19 et 2 et la volonté de procéder le plus rapidement possible à une transition énergétique et écologique efficace et qui atteigne nos objectifs essentiels pour la survie de la planète et de la nation. Et enfin, la cohérence, je la trouve aussi avec entre les articles 33 et 34 et la volonté assumée par tous et souhaitée par tous de simplification de toutes les procédures qui peuvent nous permettre de mieux aider notre agriculture. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons passer aux interventions individuelles. Je passe la parole à monsieur Jean-Pierre Vigier pour le groupe LR. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Malgré sa technicité et sa nature hétéroclite, l'adoption de ce texte est nécessaire. Ce projet de loi de transposition du droit de l'Union européenne est essentiel, en effet, pour aligner la législation nationale sur les normes européennes. Comme vous l'avez dit, moi aussi, je salue le travail de la commission spéciale du Sénat, notamment, et vous l'avez précisé, sur l'article 34 qui concerne la traçabilité des animaux dans les établissements d'élevage. En effet, il était opportun de mieux définir le rôle des chambres d'agriculture sur lesquelles ce texte initial demeurait totalement muet. Aussi, monsieur le rapporteur, et vous avez précisé que ce sujet serait abordé en séance publique, mais je voudrais savoir, à votre niveau, si vous souhaitez maintenir la disposition visant à confier explicitement les missions de traçabilité des espèces bovines et ovines et caprines aux chambres d'agriculture, ainsi que celles relatives à la délivrance des matériels d'identification pour ces mêmes espèces. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je passe la parole à monsieur Éric Botorel pour le groupe Renaissance. Oui, merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur, pour la présentation que vous avez faite de cette loi d'ADU. Non, mais j'ai une question précise, c'est s'agissant de la loi influenceur, de la présence de l'article 1er de votre loi, de celle de votre loi avec votre collègue Delaporte, dans ce lot d'ordonnances, étant entendu qu'il ne me semble pas qu'il y ait d'articulation avec les éléments européens, dans la mesure où nous sommes le premier pays à légiférer autour de l'influence, et que l'article 1er emportait la définition. Donc autant je peux comprendre l'abrogation d'un certain nombre d'articles qui relevaient de l'application de cette clause et d'entrée en vigueur, d'un certain nombre d'articles directement en raccord avec le sujet européen. Mais là, j'ai une petite question. Merci beaucoup. Pas d'autres interventions sollicitées. Très bien. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour conclure. Oui, merci, chers collègues. Monsieur Vigier, effectivement, la réponse est oui. La volonté, c'est bien de permettre, et d'ailleurs, nous avons auditionné longuement les représentants des chambres d'agriculture. Nous avons compris la complexité du système actuel avec un système dual dans lequel, dans la plupart des régions, ce sont les chambres d'agriculture qui gèrent directement le dispositif, alors qu'il est parfois, dans 4 régions, il me semble, délégué à d'autres entités. Ici, la volonté, c'est d'arriver à une cohérence, à une simplification. Donc la réponse est oui. Monsieur Botorel, le texte actuel, la version actuelle du texte nous donne au gouvernement, mais donc à nous aussi, la possibilité de retoucher éventuellement l'article 1er, donc la définition de l'activité d'influence commerciale. Si ce n'est pas certain, il n'est pas certain que nous devions la retoucher. Si nous devions la retoucher, ce serait essentiellement pour incorporer un élément de précision géographique quant à la définition de l'influence commerciale qui touche au marché français. Rien d'autre. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons donc passer à l'examen des différents amendements. Et à l'article 1er, j'ai un premier amendement, le CE 15 de monsieur le rapporteur. Oui, qui est simplement un amendement de précision rédactionnelle. Rédactionnel, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Merci, monsieur le rapporteur. Le CE 14, monsieur le rapporteur. Également rédactionnel. Rédactionnel, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le CE 12, monsieur le rapporteur. Cette fois-ci, un amendement de précision juridique. Merci, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le CE 13, monsieur le rapporteur. Et enfin, un amendement de précision rédactionnelle à nouveau. Précision rédactionnelle, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix cet article 1er, qui est pour, qui est contre. L'article 1er est adopté. Nous allons passer à l'article 2, un amendement CE5 de monsieur Tivoli. Oui. Oui, il est là, oui.
Merci. Il s'agit de préciser les plateformes numériques comme étant tout espace virtuel délimité au sein duquel les personnes se mettent en relation et peuvent échanger. Parce que le développement de l'économie numérique a impacté l'environnement et les décisions de l'ensemble des agents économiques et a bouleversé les modes de production et les modes de consommation en modifiant profondément les relations d'échange avec les transactions de plus en plus dématérialisées. Le nouveau modèle économique qui émerge est celui de la plateforme numérique et il n'apparaît pas de façon claire et explicite dans l'article liminaire de la consommation. Et donc, il s'agit de préciser la définition de ce qu'est une plateforme numérique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, alors l'objet de votre amendement consiste donc à inscrire une définition des plateformes numériques au sein de l'article liminaire du Code de la consommation. J'ai à ce sujet un avis défavorable pour plusieurs raisons. D'abord, car cette définition est déjà prévue à l'article L111-7 du Code de la consommation et que son adoption risquerait donc de faire cohabiter plusieurs définitions d'une même notion. Par ailleurs, votre définition n'est pas conforme au contenu du règlement sur les services numériques, le DSA. Et d'ailleurs, vous aurez noté, si vous avez suivi le vote de la loi influenceur, au sein duquel le rôle des plateformes est essentiel, que nous n'avons pas tenté d'apporter une nouvelle définition à ce qu'est une plateforme numérique. Je pense que c'est établi d'une manière suffisamment spécifique dans le cadre actuel du droit français et du droit européen. Et donc, mon avis sur cet amendement sera donc défavorable. Merci. Je vais donc le soumettre aux voix sur l'article CE5. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement CE11, monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Rédactionnel, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. CE10, monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Rédactionnel, qui est pour? Contre? Il est adopté. CE9, monsieur le rapporteur. À nouveau rédactionnel. Rédactionnel, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vais mettre aux voix cet article 2, qui est pour l'article 2, qui est contre. L'article 2 est adopté. À l'article 3, j'ai un amendement CE8, monsieur le rapporteur. Oui, c'est un amendement qui vise à revenir à la version initiale de l'article 3 en prévoyant une durée d'habilitation à légiférer par ordonnance de 9 mois et un périmètre de modification adapté comprenant l'ensemble des dispositions du titre 1er de la loi influenceur et non ces seuls articles 1, 4, 5 et 9. Le retour à une durée de 9 mois apparaît nécessaire pour prendre en compte les exigences de la directive 2015-1535. Et étant donné que nous nous sommes déjà, entre guillemets, pris les pieds dans le tapis sur des histoires de notification lors du vote initial, des procédures initiales de la loi influenceur, nous souhaitons cette fois-ci avoir la capacité de respecter à la lettre le règlement et ainsi ne pas donner la possibilité à de nouveaux délais de ralentir la promulgation définitive et l'approbation définitive du texte. Enfin, la modification proposée concernant le champ de l'ordonnance, à savoir cibler les dispositions du titre premier et non les articles 1, 4, 5 et 9 de notre loi, répond à une logique de pragmatisme. En effet, les échanges conduits avec le gouvernement et la Commission font apparaître qu'il demeure des zones d'ombre sur les conséquences juridiques. Et dans ces conditions, la prudence commande de revenir à un champ de modification un peu plus large, englobant notamment l'article 1er, comme je l'ai expliqué à M. Botorel antérieurement. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Delaporte. Allez-y. Merci, monsieur le président. Je vais aller en soutien de cet amendement de monsieur le rapporteur pour deux raisons. La première, c'est que c'est une ordonnance qui évite que la potion derrière soit trop amère. Parce que si nous ne sommes pas assez prudents dans le champ de rédaction de l'ordonnance et dans les délais, puisqu'il y a, je l'ai rappelé tout à l'heure, les questions de notification et de délai de 3 mois, etc., pour avoir les échanges suffisamment structurés avec la Commission européenne, derrière, on pourrait insécuriser le cadre juridique. Donc voilà, pour le coup, je préconise finalement une prudence et donc que le législateur soit en soutien de cet amendement du rapporteur. Je rajouterai par ailleurs, Monsieur le Président, puisqu'il me reste 15 secondes, que dans l'application de la loi, et on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, mais il y a aussi la question des moyens qui aujourd'hui sont insuffisants pour la mise en application de la loi influenceur et son contrôle, et donc nous devrons collectivement être vigilants là-dessus, même si ce n'est pas l'objet du présent article. Merci, monsieur Delaporte. Je mets donc aux voix cet amendement CE8. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est adopté. Le CE7, monsieur le rapporteur. Alors, c'est un amendement rédactionnel, mais sur lequel je voudrais avoir l'occasion de m'exprimer quelques instants, puisqu'il s'agit simplement de choisir, effectivement, et c'était également une suggestion, une proposition de nos collègues sénateurs, d'inscrire dans le dur
l'élimination des articles de la loi influenceur ayant trait au DSA. Comme je vous l'ai expliqué, ces articles avaient une visée pédagogique. Il était prévu leur installation sur une sorte de siège éjectable législatif avec leur portage par des articles spécifiques qui nous permettaient de les éliminer en cas de désaccord avec la Commission européenne. Donc, en l'occurrence, le cas échéant et le désaccord étant constaté, eh bien, simplement, nous activons le mécanisme que nous avions prévu à l'époque de la préparation du texte et autant éliminer ces articles le plus rapidement possible et montrer à la Commission européenne notre bonne foi sur et notre bonne volonté sur cet élément du texte. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Delaporte. Oui, dans la même veine que ce que vient de dire mon collègue Vogetta, il s'agit ici finalement de respecter l'esprit que nous avions lorsque nous avons voté cette loi. C'était un dispositif transitoire, il n'a plus lieu d'être. Et donc merci, chers collègues, pour votre soutien. Et merci également aux sénateurs d'avoir clarifié le texte en ce sens, puisque nous retrouvons ici une part de souveraineté en réduisant le champ de l'ordonnance. Merci, monsieur Delaporte. Je soumets aux voix donc cet amendement CE7 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 3 qui est pour l'article 3, qui est contre. L'article 3 est adopté. Article 18, aucun amendement n'a été déposé. Je mets donc aux voix cet article 18 qui est pour, qui est contre. L'article 18 est adopté. Article 19, aucun amendement n'a été déposé. Je le soumets donc aux voix. Qui est pour l'article 19, qui est contre. L'article 19 est adopté. L'article 33, aucun amendement n'a été déposé. Je le mets donc aux voix. Qui est pour l'article 33, qui est contre. L'article 33 est adopté. Un article additionnel après l'article 33. Monsieur le rapporteur, l'amendement CE16. Oui, alors dans la droite ligne de l'article 33, voici un amendement qui propose, afin de diminuer encore les délais de mise en œuvre des aides, d'étendre le périmètre de la délégation proposée en prévoyant que le conseil régional puisse déléguer à son président, la possibilité d'une part d'établir les règlements d'intervention correspondants et de fixer les critères d'attribution des aides, et d'autre part de conclure sans présentation préalable en commission permanente ou en assemblée plénière les différents actes contractuels relatifs à la mise en œuvre des fonds européens, comme par exemple les conventions avec l'Agence de services des paiements. Donc là encore, la visée est d'aller encore plus loin dans la simplification des procédures, et donc je soutiens forcément cet amendement que je vous propose. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de prise de parole. Je le mets donc aux voix. L'article CE16, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Article 34, aucun amendement n'a été déposé. Je soumets aux voix cet article 34, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Nous en avons fini avec nos travaux de ce matin. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et un bon après-midi et une bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 9 h en commission. Désormais, c'est 9 h.